Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite, pour commencer, les Malagasy ont choisi l'apaisement et le développement et cela mérite d'être respecté selon les sénateurs à nous ce jour. En effet, des déclarations menant au trouble sont entendues actuellement. C'est antidémocratique, soutient-il? Les détails avec Sa Sylvain et Nzara Djansou. En termes de langage, la démocratie signifie le pouvoir du peuple. À Madagascar, la voix de la majorité du peuple s'est fait entendre le 16 novembre dernier, selon la majorité des sénateurs à nous ce jour. Le peuple a choisi l'apaisement et le développement. Ainsi, les sénateurs ont appelé les politiciens à respecter cela. Il faut arrêter d'avoir une idéologie antidémocratique en faisant de nombreuses déclarations visant à instaurer le trouble selon eux. Le peuple s'attend à un meilleur avenir pour le bénéfice de tous, surtout de la future génération. Des observateurs locaux et internationaux ont vu et vécu l'élection. Ils ont admis que l'élection s'est déroulée dans le calme. Madagascar a également respecté la Constitution et a respecté les règles dans la planification et le fonctionnement des élections générales, ont-ils conclu. En politique toujours, les résultats officiels de l'élection présidentielle seront proclamés demain. La Haute Cour constitutionnelle est ainsi dans les temps imposés par la Constitution. Quant à l'investiture, cela dépendra des programmes établis. Ça Sylvain. La proclamation officielle des résultats à l'élection présidentielle du 16 novembre dernier se tiendra demain à 10 h à la Haute Cour constitutionnelle à Mbouida. Selon l'article 61 de la Constitution, la Cour constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats électoraux dans un délai de 9 jours après la publication des résultats officieux par la CENI. Et selon l'article 116 de la Constitution, le peuple d'où provient le pouvoir et l'utilise à travers ses représentants élus via des élections auxquelles chacun participe directement ou indirectement. Pour rappel, la CENI a rendu public le samedi 25 novembre dernier les résultats provisoires. La Haute Cour publiera les résultats officiels ce vendredi. Selon cette dernière, cette publication respecte donc la loi en vigueur. Selon toujours la Constitution, le dépôt de plaintes et de requêtes est ouvert à tous ceux qui ont participé à l'élection. Ainsi, 15 plaintes ont été reçues par les responsables de la HCC. Les résultats publiés par la HCC peuvent être différents de ceux publiés par la CENI, car la HCC retraite les PV reçus et les enregistre sur ordinateur. Les données issues des 119 districts sont complets selon les informations reçues auprès du responsable de cette institution. Et les quelques personnes qui se sont associées aux candidats qui n'ont pas réussi à convaincre le peuple lors des élections ne recherchent pas la stabilité, mais le chaos et foulent aux pieds le choix du peuple. Leurs masques sont maintenant tombés et ils ont clairement montré qu'ils recherchent une transition pour écarter le président Andjradjouel. Pire, ils veulent instrumentaliser l'armée malgache d'après la feuille de route qu'ils ont publiée. Je dis Le collectif des candidats n'ont plus aucune honte et veulent porter atteinte à la démocratie à Madagascar. Ils ont fait tomber leurs masques et veulent piétiner la Constitution d'après la supposée feuille de route qu'ils ont publiée. Et ils ont persuadé la présidente de l'Assemblée nationale de suivre cette mauvaise voie dans leur avidité de pouvoir. Ils ont donc décidé que cette dernière assurerait l'intérim du chef de l'État. Selon cette feuille de route, cela durerait 7 mois avant la tenue de nouvelles élections. De quel droit? Par le biais de quelle constitution? Ils ont rejeté le transfert du pouvoir à un gouvernement collégial, alors que cela se base sur un article mentionné dans la Constitution. Ce qui est le plus inacceptable, c'est la tentative de créer le chaos en appelant l'armée à la rébellion. Parce que prétendre qu'un officier de l'armée sera Premier ministre est une trahison envers les soldats. La mission de l'armée est de servir le pays et non pas d'avoir une place au sein du gouvernement. Le collectif des candidats prétend respecter la Constitution.
Pourtant, leur comportement actuel est tout à fait le contraire. Leur feuille de route est entièrement infondée et s'apparenterait plutôt à une feuille de déroute, plus précisément de leur déroute. Dans les actualités également, le projet de loi de finances 2024 a été adopté sans amendement par les députés de l'Assemblée nationale ce jour. L'appui au social, l'industrialisation et le renforcement de la décentralisation sont les principaux piliers retenus pour l'année 2024. Les détails. 63 députés ont adopté aujourd'hui, sans émettre un amendement ni une modification, à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2024. Un n'a pas exprimé son avis et les députés de l'opposition ont quitté la salle au moment du vote. Comme promis, l'objectif pour cette année est l'amélioration de la protection sociale et du capital humain. Ainsi, le budget dédié pour le secteur social a augmenté de 341 milliards d'ariars par rapport à l'année précédente. Le soutien à l'industrie a augmenté quant à lui de 77 milliards d'ariars. Afin de renforcer la décentralisation, 2 nouvelles régions seront créées d'après le projet de loi de finances 2024. Par ailleurs, chaque arrondissement bénéficiera d'une augmentation de 16,66% de leur budget pour accroître le développement répondant aux besoins de leur population. Après cette adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2024 passera devant les sénateurs le 6 décembre prochain. Toujours en économie, les 20 communes de la région d'Atsnanan et d'Alochamangour pourront bénéficier de nouveau des ristournes d'Ambatvi si cela était suspendu depuis 2020. Il y a eu aujourd'hui une discussion avec les responsables d'Ambatvi, les hauts responsables étatiques et les maires des communes concernées. Des détails sur les images de Yves Janel. En 2020, la société Ambatvi a cessé de payer les ristournes issues de son exploitation minière en raison de la malversation de certains maires. La suspension du paiement de ces ristournes et redevances ont causé une perte aux 20 communes bénéficiaires, car les maires n'ont pas pu développer leurs communes selon eux. Dans les régions d'Atsnanan et d'Alochamangour se trouve le principal port de Madagascar. Y sont également cultivés des produits d'exportation tels que le litchi, la vanille et les clous de girofle. Ces régions méritent d'être développées selon le ministre de l'Artisanat et du Métier, Sophie Ratirak, qui préside également la commission de contrôle de l'utilisation des redevances et des ristournes. Pour cette raison, une discussion entre les responsables d'Ambatvi, les hauts responsables étatiques et les maires concernés a eu lieu ce jour pour voir ce que l'on peut faire pour accélérer les procédures pour le paiement de ces ristournes. Les maires ont également été conviés à présenter leur projet de développement. En outre, le ministère de l'Artisanat et du Métier travaille également avec Ambatvi pour recycler le métal dont Ambatvi n'a plus besoin. Dans un tout autre sujet, l'élection du président de l'Ordre des infirmiers de Madagascar s'est tenue ce jour. 5 candidats se sont présentés à cette élection. Rappelons que la dernière élection s'est tenue en 2007. Radraman Zatouf pour plus de détails. 3 tentatives après la dernière élection de 2007, l'élection du nouveau président de l'Ordre des infirmiers a finalement eu lieu ce jour. Pour Antananarivo, le bureau de vote se trouvait à la direction de formation des paramèdes. 5 candidats se sont présentés à l'élection. Madagascar compte 17 890 infirmiers inscrits dans l'Ordre des infirmiers, dont 3 300 se trouvent dans la capitale. Et seuls les inscrits pouvaient voter. Selon le président du comité national de l'organisation de l'élection, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Il est à noter que la durée du mandat est de 3 ans. En sport, au 4e jour de la sélection des jeunes joueurs de foot effectuée par des sélectionneurs internationaux dans le cadre du projet Bolnaki Chamatafit, il ne reste plus que 30 joueurs s'ils étaient 60 au départ. Les recruteurs affirment être surpris des compétences des joueurs malagasy. La sélection se poursuivra jusqu'à dimanche 3 décembre. Anzara Zanarvel ou Brassamana.
Parmi les 60 joueurs qui ont été sélectionnés pour participer à la détection des jeunes joueurs de football dans le cadre du projet Bolnakijama Tafit, initié par LNR Sport Management, en collaboration avec la Fédération Malagasy de football ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports, il ne reste plus que 30 joueurs pour continuer les épreuves durant les 4 jours restants. Les sélectionneurs attendent de ces joueurs un peu plus de performance, bien qu'ils ont déjà constaté durant la première série de détection que nombreux sont les joueurs malagasy qui ont les compétences requises pour le monde du football pro. Comme je l'ai précédemment dit, nous avons été très agréablement surpris par le niveau des joueurs. Alors, les joueurs malgaches ont quelques spécificités. Ils ont de grandes qualités de vitesse, de grandes qualités techniques. Tout au long de la détection, j'ai pu m'apercevoir que le rapport vitesse-puissance des joueurs malgachis est très 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 intéressant et on sait que c'est un des critères primordial pour le haut niveau, donc c'est pour ça que nous allons continuer à observer de façon très attentive le développement de ce football. Et moi, je peux, sans m'avancer, dire que nous avons déjà ciblé quelques joueurs que nous inviterons au sein de la Renaissance sportive Berkane, parce qu'on les a vus évoluer dans leur environnement. Donc, et dans leur environnement, on a trouvé que c'était très intéressant. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ces joueurs sont capables de s'adapter à l'étranger, parce que vivre à l'étranger et vivre dans son pays, c'est pas la même chose. Il y a des différences culturelles, il y a aussi les difficultés liées à la communication, à la langue. Il y a également le changement de nourriture, la capacité de ces joueurs à digérer les charges de travail qui sont beaucoup plus élevées dans les clubs professionnels et organisés. Donc on a besoin d'avoir des réponses concrètes sur tous ces éléments-là pour pouvoir réfléchir à une incorporation définitive de ces jeunes au sein de nos clubs. Les épreuves de détection se poursuivront jusqu'au dimanche 3 décembre où un grand match final aura lieu au stade annexe de Mamas pour déterminer qui sont les joueurs retenus pour continuer leur aventure dans des grands clubs à l'étranger. Par ailleurs, le gouvernement, à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports, affirme toujours son soutien aux jeunes sportifs malagasy. On peut d'ores et déjà affirmer que les sélections des joueurs de foot dans le cadre du projet Bolnakijama Tafit ont déjà été couronnées de succès selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Azaré Simp, car les sélectionneurs ont déjà vu que les jeunes joueurs étaient talentueux. Le gouvernement, à travers ce ministère, a toujours montré sa volonté de soutenir et d'aider la jeunesse et le secteur sportif, et pas seulement dans le domaine du foot, mais aussi dans d'autres disciplines, car nombreux sont les jeunes talents malagasy, comme l'ont prouvé récemment les Jeux des îles de l'océan Indien. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, nombreux sont ceux qui ne pourront pas voter le 20 décembre à cause des affrontements entre l'armée congolaise, des groupes armés locaux et les rebelles M23. Le président Félix Tshisekedi a confirmé en interview sur RFI et France 24 que le vote n'aura pas lieu dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Le retour de la paix est devenu un leitmotiv de campagne pour les 26 candidats. Les habitants de ces territoires, eux, se sentent abandonnés. France 24. Bassine vissée sur la tête, Emrance s'est improvisée vendeuse de piments depuis qu'elle a fui les affrontements entre l'armée congolaise et le M23. Avec 4 000 francs de bénéfices, je ne sais pas si je vais pouvoir nourrir mes enfants. Avec ses 2 enfants, elle survit au camp de Kanyaru-Chinya en périphérie de Goma. Un quotidien difficile, bien loin de l'effervescence de la campagne électorale. Emrance ne votera pas à l'élection présidentielle du 20 décembre. À Tongo, sa cité d'origine, la commission électorale n'a pas pu enrôler les électeurs à cause des affrontements. Je suis triste de ne pas pouvoir voter, mais nous sommes en guerre et nous souffrons. Alors pourquoi voter? Avant tout, ils doivent nous défendre, qu'on retrouve la paix pour rentrer chez nous. Là, on pourra voter. Au total, les habitants de 3 territoires ne pourront pas voter. Massissi et Rutshuru dans l'est du pays et Kwamut dans l'ouest. Selon plusieurs estimations, cela représente près de 1,5 million de citoyens. La commission électorale affirme qu'avec ce contexte d'insécurité, il était impossible d'y déployer les machines d'enrôlement des électeurs. L'enrôlement avait même commencé dans le territoire de Massissi. Mais c'est lorsque ça a commencé à tirer que la CENI a dû retirer à la fois et le personnel
personnel et le matériel et préserver ainsi les électeurs. Lors de l'élection de 2018 déjà, certaines zones de l'Est du pays n'avaient pas pu voter. Pour ce chercheur, cette récurrence des problèmes sécuritaires biaise les résultats d'une élection présidentielle à un seul tour, où chaque voix peut faire la différence. Le moment du vote est un moment où le peuple exerce son pouvoir en tant que détenteur de la souveraineté. Et donc, à partir du moment où une population donnée ne vote pas, elle n'est pas concernée par les autorités qui sont votées. Et donc, il y a un véritable problème de légitimité. D'autres zones, comme une partie de la province de la Chopo où des conflits communautaires ont éclaté, laissent planer un doute sur la possibilité de vote. Les autorités congolaises ont assuré que des dispositifs sécuritaires seront mis en place pour que chaque citoyen inscrit sur les listes électorales puisse se rendre aux urnes en toute sécurité. L'État d'Amazonas, le plus grand du Brésil, est confronté depuis des semaines à la pire sécheresse de son histoire. Les fleuves sont à sec, conséquence du changement climatique et de l'impact d'El Niño. Le gouvernement local a déclaré l'état d'urgence dans les 62 villes de l'État. 152 000 familles sont concernées, soit quelques 600 000 personnes. France 24. Voici ce qu'il reste du plus grand cours d'eau au monde. Cet affluent du fleuve Amazon, le Rio Solimões, s'est transformé par endroits en désert. L'Amazonie vit une sécheresse catastrophique provoquée par le réchauffement de la planète et le phénomène climatique El Niño. Dans plusieurs régions, la crise est devenue humanitaire. À Tefé, à 500 km de la capitale Manaus, la sécurité civile installe sur cette embarcation un purificateur d'eau, essentiel à la survie des populations des zones reculées. Il va capter et transformer l'eau du fleuve en eau potable. L'eau a été tellement réchauffée par la canicule que les poissons sont morts en surface. L'eau est devenue impropre à la consommation, avec une odeur horrible à certains endroits. Ce bateau transporte aussi des vivres à plus de 4000 habitants défavorisés. 25 villages dépendent de cette aide d'urgence, comme celui de Rosinete Vasquez. Dans notre village, il n'y a pas de puits ni d'eau traitée. Donc on doit boire l'eau du fleuve. Il y a des cas de douleurs d'estomac, des diarrhées, des vomis, même de la fièvre. Mais on n'a pas le choix. Soit on boit l'eau du fleuve, soit on meurt de soif. La sécheresse affecte le quotidien de plus de 600 000 personnes dans l'état d'Amazonas. Mais c'est aussi toute la biodiversité amazonienne qui est en danger. Depuis le début du mois d'octobre, la rivière Tefé est le scénario d'une tragédie. L'eau a atteint presque 40 degrés, causant la mort de milliers de poissons et de près de 200 cétacés d'eau douce, dont le dauphin rose, animal emblème de l'Amazonie. Du jamais vu pour ces équipes qui travaillent depuis 30 ans à la préservation de ces mammifères. Pour eux, ce désastre environnemental n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Amazonie régule le climat de toute la planète. Si nous observons ces changements ici, cela signifie que nous subissons des changements climatiques dans le monde entier. La saison des pluies n'est attendue qu'en décembre, avec plus d'1 mois de retard. Un préjudice lourd pour cet écosystème si fragile. Face à des phénomènes climatiques de plus en plus intenses, l'Amazonie s'approche de son point de basculement, car à terme, c'est toute une partie de la forêt qui pourrait se transformer en savane. L'agroécologie est de plus en plus populaire en Afrique, notamment au Togo, où un couple a créé un centre de formation et un éco-village pour enseigner les techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Cette approche de l'agriculture se concentre sur le maintien d'un équilibre au sein de l'écosystème. Grâce au centre, les étudiants et les agriculteurs locaux apprennent à renforcer leur résilience face aux défis du changement climatique. France 24. Dans ce cours pratique, on apprend aux futurs diplômés à produire du riz quand la saison des pluies est plus courte en raison du changement climatique. Nous sommes au SIDAP, un centre de formation situé dans le nord du Togo, sur une vingtaine d'hectares. Les jeunes y étudient les pratiques agroécologiques et les techniques traditionnelles de conservation des eaux et du sol. La plus petite quantité d'eau de pluie qui tombe est maîtrisée sur place et alimente suffisamment le riz. Le SIDAP
a formé plus de 10 000 personnes en 40 ans. Sa spécificité, des matières qui tiennent compte du climat que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les filières agricoles au Togo. Le SIDAP a intégré l'agrométéorologie dans son cycle de formation pour que ce soit un aspect important qui oriente les jeunes pour comprendre le climat. Le premier point, c'est que les gens soient conscients qu'il y a un changement. Tieda et Seida Bawena, fondateurs du SIDAP, ont également construit un laboratoire à ciel ouvert sur une dizaine d'hectares à proximité du centre de formation. Dans cet éco-village, une centaine de bacs retient les eaux de pluie et des petites digues de pierre protègent de l'érosion tout en favorisant l'infiltration de l'eau sur ces terres arides. Nous avons reproduit ce petit miracle déjà réalisé au SIDAP à Baga, montrant que les mêmes principes, les mêmes méthodes peuvent partout rendre la terre féconde. Et voilà la différence entre quand il y a un sol qui a engrangé l'humus et un sol qui ne l'est pas. Les populations d'ici disent qui aurait cru qu'on peut récolter dans ce domaine-là du manioc, des lignames. Qui aurait cru que des agrumes peuvent résister ici? Les succès agricoles du couple Bawena attirent des communautés villageoises de toute la région. Toutes subissent très durement l'effet du changement climatique avec des saisons des pluies courtes qui provoquent des inondations et de longues périodes de sécheresse. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour plus d'actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.